Bonjour, mon nom est Serge Borg, professeur à l'Université de Franche-Comté à Besançon et président du Forum mondial des centres universitaires de langue Héraclès, le réseau de chercheurs en sciences du langage, membre titulaire de l'Agence universitaire de la francophonie. Je suis très honoré d'intervenir aujourd'hui dans ce programme de conférences en didactique du français langue étrangère pour vous parler de politique linguistique et plus particulièrement de politique linguistique et éducative. En effet, que recouvre cette discipline qui s'affirme actuellement dans le champ des sciences humaines? Quel est son objet et son projet à la fois scientifique mais aussi professionnel? C'est ce que nous allons tenter de résumer en 3 parties. La première vous proposera une définition des plus synthétiques afin d'en saisir les fondements épistémologiques ainsi que les principaux enjeux qu'elle représente sur le plan sociétal. La seconde s'emploiera à vous montrer l'action de contextualisation que sous-tend toute mise en œuvre d'une politique linguistique à la lumière de paramètres anthropologiques qui la déclinent et qui relèvent à la fois de l'institutionnel, du civilisationnel et bien sûr des cultures d'enseignement et des cultures d'apprentissage propres à chaque pays. Enfin, la troisième partie identifiera les paramètres tangibles susceptibles d'évaluer les impacts réels d'une action de politique linguistique afin de circonscrire au mieux le chemin parcouru et très souvent celui qui reste à faire. Première partie de ce triptyque donc pour vous proposer une définition de cette discipline. D'une manière générale, on appelle politique linguistique toute politique mise en œuvre par un État à propos d'une ou plusieurs langues en usage dans les territoires qui relèvent de sa souveraineté pour en modifier le corpus ou le statut. Dans la plupart des cas, il s'agit d'en conforter l'usage et d'en limiter la diffusion et parfois même de viser à sa suppression. Une politique linguistique peut consister à faire évoluer le corpus d'une langue en adoptant un système d'écriture. C'est le cas de la langue turque, dont l'alphabet arabe a été remplacé par l'alphabet latin sur une décision purement politique du président Mustafa Atatürk lors des réformes consécutives à la création de la République de Turquie en 1923. Une politique linguistique peut également fixer le vocabulaire d'une langue donnée par l'établissement du lexique, des dictionnaires tels que celui établi par l'Académie française, mais aussi en statuant sur des règles grammaticales, par exemple le genre, l'écriture inclusive qui fait la une en France actuellement, ou encore en favorisant la création terminologique pour limiter les emprunts aux langues étrangères. Par ailleurs, une politique linguistique peut également modifier le nom d'une langue pour la mettre en adéquation avec la région ou l'État que l'on veut distinguer, par exemple la Moldavie, le Monténégro, ou bien en se basant sur des références historiques et culturelles différentes, l'hindi et le ourdou, le malais et l'indonésien, le bosnien et le croate, le monténégrin et le serbe. Enfin, une politique linguistique peut délibérément modifier le statut d'une langue en lui conférant celui de langue officielle, co-officielle, seconde, d'enseignement ou de scolarisation, comme c'est souvent le cas dans les pays du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne, mais aussi en la reléguant au niveau de dialecte minoritaire. Ajoutant pour finir qu'elle peut même promouvoir une langue artificielle comme ce fut le cas pour l'espéranto, ou recréer une langue dont l'usage s'était perdu, comme l'hébreu en Israël. Par exemple, nous proposerons ici une matrice opératoire à visée englobante et structurante, dont l'enchâssement permet d'identifier les différents paliers qui structurent et animent le champ de ce que l'on nomme généralement les politiques linguistiques. Nous partirons de définitions existantes pour baliser ce champ épistémologiquement mouvant, dont les contours ne sont pas toujours perceptibles dès lors que l'on parle de glottopolitique, de politique linguistique et éducative, et de leurs modes opératoires que sont l'intervention, la planification, l'aménagement et le dispositif linguistique et éducatif. Commençons par la glottopolitique, issue de la sociolinguistique critique française. Ce concept de glottopolitique, que nous devons à Louis Guépin et à Jean-Baptiste Marcellesi, fédère tout ce qui prend en compte des réalités micro- et macro-linguistiques en explorant les interactions verbales du quotidien, registres de langue, normes et usages, mais aussi les interventions multiples de nature politique, planification, aménagement, dispositif, que nous retrouvons dans l'itinéraire d'enchâssement proposé par notre matrice opératoire. Dans la visée qui est la nôtre, à savoir le repositionnement conceptuel et terminologique, la glottopolitique trouve un prolongement naturel dans le palier que représente la politique linguistique. Le syntagme politique linguistique revêt des configurations très disparates dans les discours scientifiques et professionnels. Pour Jean-Claude Beaco et Michael Byram, la politique linguistique se définit comme étant une action volontaire, officielle ou militante,
fondés sur des principes, économie et efficacité, identité nationale, démocratie, visant à intervenir sur les langues quelles qu'elles soient, nationales, régionales, minoritaires, étrangères, dans leur forme, par exemple système d'écriture, nous venons de le voir, dans leur fonction sociale, par exemple le choix d'une langue officielle, ou dans leur place dans l'enseignement. On voit ici s'affirmer les dimensions volontaristes et militantes fondées sur des motivations politico-idéologiques évidentes, avec l'étape suivante qui apparaît en filigrane comme une conséquence logique, à savoir l'intervention. Didier de Robillard apporte un éclairage important sur la nature de cette intervention, en précisant qu'elle impacte à la fois le statut des langues, mais aussi leur corpus. C'est un ensemble d'efforts délibérés visant à la modification des langues en ce qui concerne leur statut ou leur corpus, ce que confirme Louis-Jean Calvé en ces termes. La politique linguistique est donc définie le plus souvent comme un ensemble de choix conscients en matière d'action sur le corpus ou sur le statut des langues, choix qui sont mis en pratique par une opération de planification. On voit là aussi se profiler à l'horizon de notre matrice opératoire une autre étape après celle de l'intervention, à savoir la planification. Louis Porcher et Violette Farroux-Hanoun soulignent eux aussi cette dimension volontariste, en élargissant le champ communautaire qui dépasse celui du domaine public pour s'appliquer également à la sphère privée et associative. Une politique linguistique, c'est donc l'action menée par une communauté pour développer au mieux, selon les objectifs visés, eux-mêmes à définir, la diffusion de la ou des langues qui y circulent. Cette communauté peut être publique, un État, une région, un département, une ville, ou privée, une entreprise, une chaîne médiatique, une association, une université. Une politique linguistique se caractérise donc par son volontarisme. Afin de mieux prendre en compte les notions que nous venons de mobiliser pour définir ce que représente une politique linguistique, il convient de se référer à la figuration que proposait en 2010 Henri Boyer, dans laquelle nous retrouvons les différents paliers qui animent notre matrice opératoire, mais dans un ordre différent, avec entre autres les concepts de planification, d'aménagement de dispositifs et bien sûr l'intervention, concepts sur lesquels nous nous pencherons ultérieurement. Mais conformément à l'articulation générale présentée dans notre matrice opératoire, nous allons à présent décliner la notion de politique linguistique sur celle des politiques linguistiques éducatives. La notion de PLE, pour utiliser l'acronyme, connaît un essor considérable depuis les années 1990, dans la mesure où les bouleversements sociétaux enregistrés lors des dernières décennies n'auront pas peu contribué à remettre la dimension éducative au cœur d'enjeux politiques susceptibles d'apporter des solutions aux problématiques linguistiques. Ce transfert qui va du politique linguistique aux politiques linguistiques éducatives était prévisible car d'une manière générale, le fait linguistique est difficilement dissociable du fait éducatif. Ils sont par essence étroitement liés et se nourrissent mutuellement. Concernant la France et l'Europe, on citera 3 temps forts emblématiques où le volontarisme politique éducatif s'est exprimé à grande échelle. Le français fondamental, élaboré au début des années 1950, visait à promouvoir l'enseignement du français à l'étranger et aux populations de l'Union française, pays de l'ex-empire colonial. Il s'agissait là d'une volonté du pouvoir politique de restaurer l'image de la France en améliorant la diffusion de sa langue dans le monde. Plus tard, la construction européenne et son Conseil de l'Europe, instance éminemment politique, auront engendré l'élaboration d'un niveau seuil pour faciliter le vivre ensemble, la communication entre les citoyens des États membres. Et environ 30 ans plus tard, en 2003, la division des politiques linguistiques instituera le cadre européen commun de référence pour les langues, le fameux CECR. La perspective actionnelle qui l'anime nous fait passer du vivre ensemble au faire ensemble. Les politiques linguistiques éducatives convoquent également l'ensemble de la problématique liée à une éducation civique, au plurilinguisme, au pluriculturalisme et à l'altérité linguistique. On comprend dès lors l'envergure et leurs enjeux que nous allons analyser sur le registre de l'intervention. C'est à ce niveau de l'intervention que se prennent les macro-décisions. Selon Louis-Jean Calvé, l'intervention peut se programmer au niveau géographique, international, national, régional et juridique, constitution, loi, décret, résolution, recommandation. Le mode d'intervention peut se réaliser sur le registre de l'incitatif ou de l'impératif. Enfin, le contenu de l'intervention peut porter sur la forme des langues, l'usage des langues et la défense des langues.
L'action politique enclenchée par l'intervention induit de fait une planification de la politique linguistique éducative à mettre en œuvre. Cette planification couvre un ensemble de domaines disparates en fonction des contextes linguistiques éducatifs rencontrés. On se référera à la figuration de Henri Boyer qui renvoie aux deux paradigmes que sont la normalisation, à savoir la planification du statut des langues en présence, et ce qu'il nomme la normativisation, à savoir la planification du corpus d'une langue, codification, standardisation. Pour Robert Chaudenson, la planification définit aussi les modalités et les délais de réalisation des objectifs définis par les politiques linguistiques éducatives. Ce sont les paramètres requis pour nourrir l'étape suivante qui traduira sur le terrain la planification, à savoir l'aménagement. Ce qui caractérise l'aménagement, c'est sans aucun doute son action majeure d'agencement de l'existant, linguistique et éducatif, à la différence de la planification où tout est à construire, même si elle reste aussi, mais à un degré moindre, confrontée à une certaine forme de substrat environnemental. L'aménagement va donc s'attacher à structurer et à traduire l'action de planification qui la précède. Si elle s'appuie également sur une approche théorique préalable à toute forme d'action structurante, modèles et études de cas, c'est essentiellement une mise en pratique et en adéquation des politiques linguistiques éducatives qui ne peut ignorer ni les contacts avec d'autres disciplines en amont, ni la nécessaire évaluation de ces politiques linguistiques éducatives, comme le fait clairement apparaître le schéma de Robillard, que nous étudierons plus loin. Même s'il s'applique beaucoup plus aux politiques linguistiques en général, il n'en demeure pas moins pertinent pour les politiques linguistiques éducatives. Et si d'aucuns attribuent à l'aménagement linguistique un rôle majeur au niveau du corpus de la langue et du statut des langues, nous considérons pour notre part qu'en matière de politique linguistique éducative, son champ d'action privilégié doit se situer au niveau du curriculum. Le curriculum désigne un ensemble de réflexions et d'orientations qui visent à établir un parcours d'enseignement-apprentissage en termes de projets et de finalités éducatives déterminées. Il ne peut prendre sa pleine mesure opératoire qu'avec l'unité minimale incontournable à la réalisation complète des politiques linguistiques et, bien sûr, des politiques linguistiques éducatives, à savoir le dispositif. Il permet, de par sa plasticité et sa flexibilité, de donner corps au projet de politique linguistique éducative en épousant une multiplicité de formats, depuis la formation initiale, où des dispositifs spécifiques sont mis en place pour répondre à des besoins d'intégration sociale et scolaire, comme les UPE2A en France, unités pédagogiques pour élèves allophones arrivants, jusqu'à la formation continue pour adultes, formation tout au long de la vie. Pour conclure cette première partie, nous souhaiterions souligner un aspect très important pour compléter nos analyses. En effet, elles font apparaître un hiatus non négligeable. Il se situe au niveau de ce que Jean Calvé appelle l'in vitro, à savoir la dimension purement politique dans l'analyse des politiques linguistiques. On peut en effet s'étonner que ce domaine ne soit pas exploré par les sciences politiques, au même titre que les politiques publiques. Car c'est bien dans ce champ d'analyse que politique linguistique et politique linguistique éducative doivent faire l'objet d'études et de recherches. Sur quelle identité et sur quelle légitimité professionnelle s'appuient les responsables politiques pour prendre des décisions aux conséquences parfois très graves en la matière sur le fonctionnement et le devenir d'une nation? Nous sommes là en présence d'une sorte de zone interdite que le sociolinguistique s'empêche ou ne souhaite pas investir, limitant ainsi la portée du travail scientifique en amont. C'est dans ce sens que Jean Calvé nous propose de distinguer la politique comme un art ou une pratique, et la politologie, c'est-à-dire la science politique, comme la science de ses pratiques. On retrouve cette préoccupation chez les spécialistes du domaine comme Christelle Troncy, qui n'hésite pas à qualifier ce hiatus d'angle mort dans la recherche sur les politiques linguistiques. C'est donc sur cette requête urgente de renouveau épistémologique et de la mise en place d'une véritable politologie que nous concluons cette première partie de notre triptyque de conférence en vous remerciant pour votre attention.